Quel est l'intérêt d'une habitude? L'intérêt d'une habitude, mais c'est aussi son problème, tout dépend en fait de ce qu'est cette habitude, c'est que on fait l'action que cette habitude contient de manière automatique, sans y penser, ou en tout cas sans que ça demande un effort particulier. On n'a pas besoin de se motiver pour réaliser une habitude, on l'a fait, c'est tout. Parce qu'elle fait partie de notre quotidien et c'est comme ça. Comme par exemple se laver les dents tous les jours, bah, on a dû l'apprendre à un moment quand on était petit, sans doute qu'au début ça nous ennuyait d'ailleurs, mais aujourd'hui ça fait partie de notre vie et c'est une contrainte qu'on accepte totalement parce qu'on sait que si on arrête de se laver les dents, il y aura d'autres inconvénients qui vont arriver très vite, qui vont être beaucoup plus désagréables que le fait de se laver les dents. Bref. Donc une clé c'est de se mettre en place des habitudes qui nous avancent vers nos objectifs plutôt que d'avoir des habitudes qui nous freinent dans nos objectifs. Ça, c'est un outil intéressant contre la procrastination. Donc, quelque chose qu'on peut faire, un outil intéressant pour lutter contre la procrastination, c'est d'identifier ces habitudes qui nous empêchent de nous avancer vers notre objectif. Donc, par exemple, tout bête, le soir, je regarde 1 heure la télé pour me détendre, et du coup, j'ai pas le temps de, je vais pas travailler sur mon projet d'entreprise, par exemple. Ou j'ai moins de temps pour travailler sur mon projet d'entreprise. Donc, c'est pas là une habitude, c'est quelque chose qu'on fait machinalement, sans vraiment les penser parce qu'on fait ça, Eh bien, ça serait génial de pouvoir remplacer cette habitude par une autre habitude qui vous fait que vous allez tous les soirs travailler sur votre projet d'entreprise de manière automatique sans y penser. Parce que l'intérêt d'une habitude, c'est que vous devez mettre de l'énergie non pas pour la faire, mais pour ne pas la faire. Ouais. En général. Donc, ça peut paraître compliqué comme ça, on se dit mais non, mais moi je rentre du boulot, je suis fatigué, j'ai le droit de me détendre un petit peu et tout ça. Alors c'est vrai, vous avez le droit de vous détendre, voilà. Mais ce que vous pouvez faire, on ne vous demande pas d'arrêter du jour au lendemain de regarder la télé, mais vous pouvez tout simplement diminuer un petit peu. J'aime bien combiner cette idée de changement d'habitude avec deux autres techniques, qui est déjà la technique de pas de bébé. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des tout petits pas qui paraissent pas compliqués, et la technique des 30 jours. Donc les pas bébés, c'est que ça peut être de se dire, au lieu de regarder 1 heure, je regarde 55 minutes par exemple. Bon, alors évidemment, si vos émissions durent 1 heure, ça peut paraître plus compliqué, mais voilà, trouver des moyens de réduire progressivement, ou simplement, voilà, peut-être de se dire, l'objectif à terme, c'est d'arriver à 30 minutes. Voilà une technique, les pas de bébé, on réduit progressivement. Chaque pas paraît pas si compliqué que ça, on avance et tout, mais au bout d'un moment, on a réduit d'une demi-heure. Au lieu de regarder 1 heure, on regarde une demi-heure chaque jour, et ça nous laisse un petit peu plus de temps pour travailler sur notre projet. Et deuxième technique, donc la technique des 30 jours, qui est là de prendre plus le taureau par les cornes, mais on diminue la sensation que c'est un gros projet, que ça va nous demander de prendre sur nous, etc., en se disant c'est juste pour un temps limité. Hein, c'est ce que je parlais dans une interview précédente de la tête médiatique, je parlais de cette technique-là. Donc en gros, c'est de se dire par exemple, pendant 30 jours, j'arrête de regarder la télé le soir. Voilà. Donc ces deux techniques, pas de bébé et technique des 30 jours, c'est toujours d'enlever un petit peu ce poids où on se dit oh c'est un gros projet, oh non ça va être compliqué, je ne vais jamais arriver. Parce que les pas de bébé on diminue progressivement, donc ça paraît pas si dur. Et la technique des 30 jours, c'est pour un temps, c'est temporaire. C'est un essai, donc c'est pas si grave finalement. Et je dis 30 jours, ça peut très bien être 1 semaine. C'est ce que tu disais pour la quête médiatique. Exactement. L'idée c'est de tester. Et d'ailleurs, ce projet de 30 jours est déclinable à l'infini, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Et voilà, vous pouvez vous dire pendant 1 semaine, je regarde plus la télé du tout, puis on verra ce que ça donne. Et peut-être que vous verrez qu'au bout d'1 semaine, finalement, ça ne vous manque pas tant que ça, et que vous pouvez encore faire 1 semaine, puis encore 1 semaine, et puis carrément le mois entier. Et peut-être qu'au bout d'1 mois, vous verrez que finalement, c'est pas si grave, et que vous pouvez complètement vous passer de télé, que votre vie ne devient pas complètement triste, vous n'êtes pas déprimé, et qu'au contraire, vous êtes content de vous mettre sur votre projet tous les soirs en rentrant du boulot, et que c'est ça votre délassement, c'est ça qui vous excite, c'est ça qui donne de la couleur à votre vie. Je discutais récemment avec un entrepreneur qui a créé une entreprise de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à mi-temps, donc en travaillant 2 jours par semaine dans son premier boulot, et il me disait tu sais Olivier, j'en ai vraiment marre de mon boulot, ça me déprime, tu peux pas imaginer, je vais demander, soit à démissionner, soit à ce qu'il me licencie, parce que voilà, je vais me consacrer complètement à mon entreprise. Et tu sais, c'est incroyable, je rentre du boulot et je travaille sur ma boîte et ça me remotive. Et c'est ça qui me fait tenir toute la journée dans mon emploi, c'est que je sais qu'à la fin, je vais pouvoir bosser sur ce projet que j'ai en tête pour ma boîte, etc. Et ça, c'est intéressant, c'est que plutôt que d'imaginer qu'il pourrait se dire, il faut que je travaille sur mon entreprise, c'est du boulot supplémentaire en plus de mon boulot, là, il se dit, waouh!
bosser sur l'entreprise, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'équipe, c'est ça qui le motive toute la journée, alors qu'il, pour lui, il est dans le gym dans sa tête. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et finalement, il y a beaucoup de choses comme ça, des projets qui nous tiennent à cœur, au début, ils nous font peur, etc. Mais il suffit de parfois pas grand-chose pour qu'au contraire, c'est ça qui devienne excitant et qu'on ne pense plus qu'à ça et qu'on ait envie de faire ça. Et remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude, ça peut être un déclencheur qui met en place ce genre de choses. Alors ça peut ne pas fonctionner ça va pas fonctionner pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'être testé. Déjà en faisant soit des pas de bébé, soit les 7 jours, les 30 jours, et puis voilà, puis c'est toujours sympa de tester des choses comme ça. Moi j'aime bien faire des petits défis comme ça pendant 30 jours. La technique 30 jours, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, même avec des choses très fun. Par exemple, vous pouvez décider pendant 30 jours de sortir tous les soirs dans un endroit différent. Par exemple, ça c'est génial, vous allez avoir le meilleur mois de votre vie si vous faites quelque chose comme ça. Ou alors tous les jours, pendant 30 jours, vous parlez à au moins un étranger. Si vous trouvez que vous êtes un petit peu timide et que vous n'arrivez pas forcément à parler facilement avec les gens, par exemple. C'est facile d'utiliser la technique des 30 jours pour se pousser un petit peu à aller vers ce qu'on veut réaliser. Et au bout des 30 jours, on peut estimer que l'habitude est forgée. Alors, au bout des 30 jours, le truc c'est que vous dites ça dure 30 jours, et au bout des 30 jours, vous pouvez très bien décider de revenir comme avant. Vous avez testé, d'accord? Mais évidemment, l'idée c'est que derrière, finalement, vous vous rendez compte que c'est pas si grave que ça, et que vous puissiez continuer. Mais vous avez le droit de laisser tomber, parce que le but de ce projet 30 jours, c'est de faire quelque chose en n'ayant plus peur de le faire, parce que souvent, ces changements-là, on se dit ça va être compliqué, je ne vais pas y arriver, on n'essaie même pas du coup. Et c'est de s'enlever ce poids-là en se disant, en utilisant cette technique, cette astuce de se dire ça va juste être pour un temps limité. Voilà. Et puis parfois, on se rend compte qu'effectivement, quand même, notre heure de télé tous les jours, finalement, ça nous détend et que derrière, on est plus créatif, par exemple, je n'en sais rien. Pourquoi pas? Ça peut fonctionner pour certaines personnes. Mais on peut aussi décider de remplacer la télé par une demi-heure de guitare, par exemple, ou j'en sais rien, ou de lecture pour se délasser, quelque chose de plus nourrissant et qui nous laisse avec plus d'énergie, moins de risque d'être collé devant la télé pendant 2 heures au lieu d'1 heure, et ensuite être plus créatif sur son projet. Voilà, il y a des tas de choses pour faire ça. Mais vraiment, technique des pas de bébé et des 30 jours, c'est vraiment, en général, je trouve ça efficace et assez fun en fait. À ce stade, j'ai compris plusieurs choses, je trouve très intéressantes. 1, se construire un projet. 2, si on a du mal à se lancer dans l'action, utiliser l'une des 2 techniques que tu viens d'évoquer. Il y en a de nombreuses autres pour lesquelles on a procession, mais en voilà quelques-unes. En tout cas, il y a des outils. 2 techniques pour se forger de bonnes habitudes. Ce qui est très flagrant quand on parle avec toi, ça fait la 3e vidéo qu'on réalise ensemble, c'est la passion qui t'anime. Or, précisément, dans le cadre de mon métier de coach, de formateur, je rencontre des gens qui n'ont pas de passion. Quand je leur demande c'est quoi votre passion, c'est un grand point d'interrogation dans leur regard. Est-ce que tu as des trucs, des astuces pour qu'un individu trouve quelles sont ses passions? C'est un carburant quand même fondamental. Je ne peux pas faire de miracle. Hein. Si quelqu'un n'a vraiment pas de passion et est juste ennuyé par la vie, bon voilà, il y a aussi certains cas qui relèvent de la psychiatrie. Et voilà, ça, voilà. Regarde pas la vidéo. Bon, ok, je ne peux pas faire de miracle à ce niveau-là, mais après il y a des outils qui existent. Un outil très simple que je donne, c'est vous pouvez le faire là maintenant. Prenez une feuille de papier, ouvrez un document sur votre ordinateur, allez-y, action, faites-le maintenant et écrivez en haut de ce document, de cette feuille de papier, mes passions. Donc allez-y, on vous laisse quelques secondes, hein, on est sympa. Vous pouvez aussi mettre en pause cette vidéo et vous allez tout simplement écrire 10 de vos passions. Voilà. Donc allez-y, écrivez. Et s'il te répond, mais je n'ai pas de passion, j'ai des hobbies, des passe-temps. Et bien dans ce cas-là, vous écrivez vos passe-temps, vous écrivez des choses qui vous plaisent au moins, des choses qui vous... Au pire, des choses qui ne vous déplaisent pas, des choses qui vous sont agréables. Il y a forcément des choses dans la vie qui vous sont agréables quand même. Je sais pas, manger un hamburger. Manger un hamburger, faire du vélo, du tennis, j'en sais rien, faire un sport, un art, être avec votre famille, votre conjoint. Ne rien faire. Ne rien faire, je sais pas, être bronzé sur la plage, vous avez forcément, alors c'est peut-être pas des passions, mais des choses que vous aimez, voyager, ce genre de choses. Faites une liste. Et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas 10. Alors, en général, quand vous en avez un petit peu, les 2 ou 3 premières arrivent facilement. Et après, ça devient plus dur. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas 10. Et voilà, ça peut parfois vous révéler certaines choses. Donc, il y a des fois des gens qui font « Ah, j'ai 20 passions, c'est incroyable !» Et tout ça, et voilà, c'est sympa. Et d'autres, effectivement, il y a des
personnes qui font cet exercice et ne trouvent rien. Ouais. Et ça, bon, là, à ce niveau-là, malheureusement, je ne peux pas donner plus de conseils que ça. Je ne suis pas spécialisé là-dedans, il faut chercher d'autres conseils, Et une fois qu'ils ont la liste, ils peuvent en faire quoi? Alors, moi, je donne cet outil, par exemple, pour trouver un sujet de blog. Ouais, de blog. Mais c'est toujours mieux si on travaille dans un domaine qui nous passionne. Je veux dire, c'est ça qui... c'est plus vraiment du travail, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Moi, ma passion, finalement, c'est l'indépendance, l'entrepreneuriat et ce genre de choses. Moi, je suis amoureux de l'indépendance, au final. Et c'est comme ça que je construis ma vie autour de ce concept-là. Peut-être que vous pouvez trouver un concept aussi dont vous êtes amoureux et autour duquel vous pouvez construire votre vie. Voilà, peut-être que cette liste de passion va vous donner une meilleure compréhension, une meilleure clarté de vous-même, peut-être. Peut-être que ça peut vous donner des idées. Regardez dans ces passions, est-ce que vous ne pourriez pas lancer une entreprise, un business, un blog, quelque chose, un projet, une association, n'importe quoi, qui vous ferait plaisir et qui vous ferait avancer? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver votre fameux projet dont on parlait dans une de ces passions-là, par exemple? Mais c'est vrai que quelqu'un qui a absolument aucune passion, je pense que c'est un vrai handicap. Hein. Ouais. C'est un vrai handicap pour vivre une vie heureuse, épanouie, et se lancer dans des projets intéressants. Et voilà, on ne peut pas faire de miracle. Pour certaines personnes, malheureusement. Ce qui veut dire que si on n'a pas vraiment de passion qui nous motive à avancer, on devient l'acteur de la vie des autres. Moi, je pense que c'est un des facteurs, effectivement, de ne pas être animé par quelque chose, de voir les choses avec plus ou moins d'indifférence au final. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut vraiment n'avoir aucune passion? Est-ce que vous avez testé plusieurs sports, plusieurs arts, plusieurs choses? Peut-être que vous n'avez juste pas assez expérimenté dans votre vie. Hein. Parce que, je ne sais rien, peut-être que si vous vous mettez au dessin, vous allez trouver ça génial, par exemple. Peut-être que si vous vous mettez un instrument, vous allez adorer. Peut-être que si vous mettez un sport, vous allez adorer. Mais si tant que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas savoir. D'accord. Donc peut-être, dans ce cas-là, essayez d'expérimenter plus de choses, d'élargir un petit peu votre horizon de ce que vous faites. Ouais. Voilà, au lieu de regarder une heure la télé chaque jour, sortez, faites quelque chose, par exemple. Forcez-vous à chercher, en somme, à explorer, devenez un explorateur. Bon, je comprends aussi que l'indépendance est centrale chez toi. Moi, j'aime bien parler de liberté, mais j'imagine que c'est ce qui t'anime. C'est similaire. Oui, c'est très similaire. C'est donc l'une de tes valeurs de base. Est-ce qu'il y en a d'autres qui guident ta vie dans le quotidien et qui te permettent d'orienter ton action au quotidien? Bon, l'indépendance, c'est vraiment la valeur qui est centrale chez moi, mais après, il y a le fait d'avoir une vision plutôt positive et optimiste de la vie. Pour moi, c'est extrêmement important. Ouais. Comme j'ai dit, on vit dans une époque incroyable. On est entouré de richesses que les rois n'avaient pas il y a 2 siècles, il faut se le dire. C'est vraiment fou, quoi, hein, c'est incroyable. Et ça va continuer de manière exponentielle. Moi, j'ai une vision très positive de l'histoire de l'humanité et de l'avenir de l'humanité. Je dis toujours, regardez, on est quand même aujourd'hui 6 ou 7 milliards, je sais pas, on a dépassé 7 milliards récemment. On a dépassé les 7 milliards récemment d'êtres humains. En 1900, je crois qu'on n'était encore que 1 milliard. Et je veux dire, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre. Ça montre bien qu'on a créé beaucoup plus de vie qu'on a détruit. Et je trouve ça formidable. C'est la preuve que, voilà, évidemment, tout n'est pas tout rose. Il y a encore plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas des conditions de vie extraordinaires, etc. Mais globalement, on vit dans un monde beaucoup plus riche que tout ce qui a existé jusqu'à présent. C'est intéressant ta vision positive de la vie. Et récemment, je suis tombé sur une étude, encore une fois, les études ne sont pas toujours toutes validées, qui disait que les pessimistes vivent plus vieux que les optimistes et que finalement, ils sont plus heureux. Parce qu'ils n'ont pas un niveau d'attente élevé, comme ils pensent que ce qui va arriver ne sera pas positif, leur attente n'est pas déçue, ce qui n'est pas le cas des optimistes, disait l'étude. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense qu'il faut faire attention aussi. Optimiste, ça ne veut pas dire être un optimisme béat et de croire que tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il faut plutôt avoir un optimisme concret, c'est-à-dire de créer les conditions qui font que ce qu'on veut va se réaliser, mais en acceptant qu'on a la possibilité de l'échec. L'optimisme, c'est pas de se dire j'ai besoin de rien faire, tout va bien m'arriver. C'est aussi stupide que le pessimiste qui se dit tout est mauvais et donc je vais toujours échouer ou tout va bien mal se passer donc je vais rien faire. Le but, c'est pas de rien faire, le but, c'est d'utiliser l'optimisme comme un moyen d'action en se disant si je fais les choses bien,
si je me lance et que j'essaie ça, bah alors peut-être que j'y arriverai pas, mais dans le pire des cas, ça sera pas si grave, j'aurais juste échoué. C'est ce que Tim Ferriss appelle définir la peur, et voilà, de se rendre compte qu'au pire, ce qui peut arriver, c'est pas si terrible que ça. C'est ça aussi l'optimisme, c'est de se rendre compte que on peut minimiser les risques et que même en cas d'échec, c'est pas si grave et qu'on peut toujours rebondir. Voilà, c'est de se dire qu'il peut toujours nous arriver des choses, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Hein, c'est évident. Demain, il peut y avoir une récession économique encore pire, l'euro peut s'effondrer, imaginons, tout est possible. Il peut y avoir une autre guerre, j'en sais rien, des attentats, tout ça. On ne contrôle pas, on peut très bien mourir demain dans un accident, bon, ou être mutilé, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ça ne sert à rien de se dire tout va aller bien dans le meilleur des mondes jusqu'à la fin de ma vie. Mais quand même avoir confiance dans ses capacités, se dire que être complètement... Enfin, se dire au contraire, voilà, comme tout ça, demain je pourrais un accident, ça sert à rien que je fasse quelque chose. Enfin, on peut prendre les mêmes choses et se dire, soit l'utiliser, je vais en faire quelque chose. Soit l'utiliser comme un moyen pour agir, soit l'utiliser comme excuse pour ne rien faire. Moi, je préfère l'utiliser comme moyen pour agir et apporter quelque chose pour moi et pour les autres. C'est ça qui est important aussi. Et je pense qu'il faut vraiment réaliser quand même qu'on vit dans un monde qui est vraiment meilleur que la plupart de ce qui s'est passé avant. On vit dans des sociétés extrêmement riches, où on peut vivre longtemps, où beaucoup de maladies peuvent être guéries, et en tout cas même quand on a des maladies incurables, en général on souffre beaucoup moins, alors qu'il n'y a pas si longtemps la souffrance était inéluctable. Ça faut quand même se le dire, et d'ailleurs des fois on mourait de n'importe quoi, on pouvait mourir de maladies qui n'existent même plus aujourd'hui. On vivait dans la crasse, on vivait dans l'ignorance, on ne savait pas lire ou écrire, on travaillait toute la journée comme des bœufs, et on était manipulé par le clergé, par des tas de choses. Enfin, on vit dans un monde riche, on peut aller dans n'importe quel point du globe en quelques heures, c'est fou ça quand même, et partir à la découverte de cultures incroyables, etc. Enfin bref, on vit dans un monde merveilleux, il faut en tirer parti. Et par contre, si on regarde la télé toute la journée, les news, on a l'impression que... J'aime pas la télé, Olivier. Écoute, quand on écoute les news toute la journée, on a l'impression que tout va de pire en pire et que c'était vachement mieux avant. Bon. Et d'une certaine façon, on peut dire aussi qu'échouer, c'est s'arrêter avant d'avoir réussi. Bah oui, mais échouer, bon, ça fait partie de la vie. Ouais. Voilà, c'est comme quand c'est un feedback, en fait. Quand vous faites un pas, vous êtes en déséquilibre, mais vous avancez. Ah, voilà, effectivement. Il n'y a pas moyen de marcher si on ne provoque pas de déséquilibre. Bah, on reste sur place. Oui, exactement. Eh bien, écoute, grâce à toi, à mon avis, les personnes qui ont vu cette vidéo, elles vont bouger. J'espère bien. Tu as un véritable pourvoyeur d'énergie. Je vous regarde à travers la petite caméra qui est au-dessus de votre ordinateur, là. Attention. Elles ont noté l'information. je vous regarde, donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, moi ce que je vous demande de faire, c'est de choisir au moins une action que vous allez faire, que vous n'auriez pas fait si vous n'avez pas vu cette vidéo, et de la mettre en place demain ou après-demain, en tout cas très rapidement, parce que sinon cette vidéo sera juste de la masturbation intellectuelle. Donc, s'il vous plaît, choisissez maintenant, vous notez sur un document, sur une feuille de papier, une action que vous n'auriez pas fait et que vous avez eu l'idée de faire en regardant cette vidéo, et faites-la. Merci Olivier, c'est un conseil que j'imagine vous allez suivre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo d'acteurs de votre vie.